Alors, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin maintenant sur un certain nombre de caractéristiques concernant la réponse à l'infection et puis les voies et niveaux d'excrétion chez les petits ruminants. Donc, qu'en est-il maintenant chez les petits ruminants? Donc, je vais d'abord commencer par les caprins dans un cadre d'infection expérimentale. Vous avez ici le nombre de chèvres excrétrices par les trois voies, donc les fécès et mucus vaginal. Et on se rend compte que les durées moyennes d'excrétion sont variables, de 17 jours sur le lait. La plus longue, c'est par voie fécale, 27 jours en moyenne, et par voie vaginale, 22 jours. En termes de niveau d'excrétion, cette fois-ci, on se place dans un cadre d'infection naturelle, en suivant donc les niveaux d'expression exprimés sous forme de CT, donc par PCR. Et vous avez donc cette cinétique au cours du temps. On se rend compte donc que l'intensité de l'expression est variable selon les voies. Elle est clairement et significativement supérieure dans le mucus vaginal ou les fécès par rapport au lait. Elle est encore très forte dans les fécès, même 4 mois après la série d'avortements. Et ce qu'on voit au niveau du lait, c'est que ça se négative plus vite et ça se retranscrit aussi à l'échelle du temps, puisqu'au mois d'août, on avait des CT qui étaient ici supérieurs à 40. Toujours pour aller un petit peu plus loin dans cette description des voies et de la dynamique d'excrétion, un travail ici d'Élodie Rousset et de ses collaborateurs, permettant de différencier les chèvres, en l'occurrence, soit ayant avorté, soit en l'absence d'avortement. Vous avez donc des mesures faites à la fois à J15 et à J30 pour regarder les fréquences relatives d'expression par l'une ou l'autre de ces voies. Donc le point clé peut-être déjà, c'est de se rendre compte qu'à J15, la voie d'excrétion la plus importante, mais aussi bien en cas d'avortement qu'en l'absence d'avortement, c'est la voie vaginale. À J30, on n'est plus tout à fait déjà sur la même répartition d'excrétion, puisque c'est dans le lait que ça va s'avérer un petit peu plus fréquent. Au total, on a eu sur l'ensemble de la période 70% des animaux qui avaient avorté qui ont été positifs au moins une fois par au moins une voie. Mais c'est aussi 53% des animaux pour lesquels il n'y avait pas de signe clinique. Donc, ce qu'on constate, qui plus est, c'est que des résultats à la fois positifs à J15 et à J30, ça n'est pas la norme. Ça ne représentait que 23 à 30% des cas selon les voies lorsque les animaux avaient avorté, et de 0 à 38% selon les voies pour les situations où les mises bas étaient normales. En termes de corrélation, finalement, de concordance entre les résultats par les différentes voies. On est très fort, on est à plus de 80% entre l'excrétion vaginale et l'excrétion fécale, mais c'est beaucoup plus modeste pour le lait, puisqu'on n'est qu'à 49%. Alors le lait, on en parle très souvent et on l'utilise aussi au niveau du tank. C'est pour ça que cette étude-là m'a intéressée. C'est un travail allemand qui a été conduit dans un élevage, dans un contexte d'avortement, un élevage caprin, dans lequel a été mis en place, en l'occurrence, une vaccination. Donc vous avez ici donc, la primo-vaccination, puis les rappels successifs, et ceci sur la période 2018-2021. Donc le suivi des résultats a été fait en suivant, en l'occurrence, donc les CT au niveau du tank. Et vous voyez que ces CT diminuent graduellement, mais qu'on reste positif encore 16 mois après l'épisode initial, ce qui a incité les chercheurs à essayer de regarder ce qui se passait au niveau individuel. Ils se seront rendus compte que certains animaux, et une chèvre en particulier, étaient excrétés de manière intermittente avec 3 prélèvements sur 4 qui étaient positifs. Et c'est seulement après réforme de cet animal que le tank s'est complètement négativé. Donc deux constats, d'une part que l'excrétion peut être relativement longue et perdurer dans le temps à distance de l'épisode d'avortement, y compris dans un contexte où il y a vaccination. Et d'autre part, ça nous permet d'avoir mis en évidence l'existence d'animaux excréteurs intermittents, et en l'occurrence, la bactérie a été trouvée à l'intérieur de l'épithélium mammaire, ce qui peut expliquer une résurgence en fait de cette excrétion qui facilitait la positivation du tank.
Alors, on a beaucoup parlé des caprins. Je vais maintenant évoquer le cas des ovins. Donc ici, c'est un suivi sur 37 femelles, dont 11 qui ont avorté, mais aussi 9 agneaux. Deux voies d'excrétion qui ont été investiguées, donc la voie vaginale et les fesses. Vous avez, au cours du temps, en termes de semaines après la mise bas, les fréquences relatives d'excrétion par les différentes voies. Donc, le premier constat, c'est qu'on a une proportion qui est significativement plus élevée de femelles qui excrètent par la voie vaginale que par la voie fécale la première semaine. Les différences ensuite ont été non significatives. Et puis après, dans la globalité, on a eu deux voies d'expression qui ont concerné 16 femelles, dont 3 avortées. Et pour la voie vaginale uniquement, eh bien, cela a concerné 14 femelles, dont 2 avortées. On a parlé jusqu'à présent d'excrétion, ce qui m'intéressait ici, c'était de croiser les informations relatives à la réponse sérologique et à l'excrétion pour voir dans quelle mesure elles étaient concordantes ou pas. Et donc, dans ce travail, c'est la suite de ce que je viens de présenter, ont été différenciés les animaux séropositifs ou douteux et séronégatifs, et puis différentes catégories d'animaux, les femelles ayant avorté, les nullipares et les primipares non avortés. Pour chacune de ces catégories d'animaux, vous avez les niveaux d'expression observés par voie vaginale qui vont de inférieur à 10,3, donc considérés comme non excréteurs, à des niveaux très importants puisque de plus de 10,6 équivalents génome par écouvillon. Donc les constats sont les suivants. En fait, dans ce mois qui suivait les mises bas ou les avortements, il est clair que la majorité des femelles étaient séropositives. Et ces femelles séropositives sont aussi plus fréquemment excrétrices dans le mucus vaginal après mise bas que les séronégatives. Pour les animaux qui avaient des très forts niveaux d'expression, plus de 10,6 équivalents génome, on a systématiquement une très forte séropositivité. Mais pour autant, force est de constater qu'on a aussi des femelles qui sont excrétrices, mais séronégatives, et aussi des animaux qui ont avorté, qui sont séropositifs, mais non excréteurs. Donc, dans un contexte abortif, que se passe-t-il en termes de réponse, en termes de niveau d'excrétion? Dans ce travail-là, qui concernait 3 élevages où il y avait eu des séries importantes d'avortements, on a comparé l'excrétion par voie vaginale selon que les animaux avaient avorté ou où il y avait de la mortinatalité ou qu'il y avait une absence de signes cliniques en distinguant les primipares et les multipares. Alors, les seuils que je vais indiquer là sont vraiment élevés, parce que je vais me référer à la valeur de 10,6. On se rend compte que pour de tels niveaux d'expression qui sont vraiment élevés, ça concernait quand même 90% des chèvres qui avaient avorté ou présenté de la mortinatalité. Donc, c'est tout à fait considérable. À l'inverse, 70% des chèvres qui ont eu des mises bas normales ont plutôt excrété en deçà de 10,6, ce qui signifie qu'il y en avait quand même un tiers qui avaient des niveaux d'excrétion vraiment élevés. Et ce qui est intéressant ici, c'est de constater la différence entre les primipares et les multipares, avec des niveaux d'expression globalement beaucoup plus élevés pour les primipares. Donc là, toujours dans ce même travail, on va coupler les aspects sérologiques et les aspects excrétion. Donc, différents niveaux d'expression et une distinction entre des animaux séronégatifs et des animaux séropositifs sur la foi des seuils de densité optique. Parmi les non-excréteurs, donc on est à moins de 500 coxiels par écouvillon, 75% des animaux sont séronégatifs. Et à l'opposé, parmi les très forts excréteurs, plus de 10,6, on est à 90% d'animaux séropositifs. Ça signifie aussi que 40% des animaux séronégatifs sont excréteurs avec des niveaux d'intensité variables, mais excréteurs. Donc, en synthèse, on a donc des niveaux d'excrétion qui sont supérieurs en petits ruminants par rapport aux bovins et qui sont également supérieurs en caprins par rapport aux ovins. Des voies d'expression avec des niveaux et des durées d'expression qui sont variables, plus courtes dans le mucus vaginal, avec des charges plus élevées dans le mucus et les fesses. Ces voies ne sont pas du tout forcément concomitantes. Des niveaux d'expression qui peuvent être plus élevés, y compris chez des animaux sans signes cliniques.
Des niveaux d'excrétion, et ça on le sait, sont beaucoup plus élevés autour de la période des mises bas et particulièrement pendant les 3 premières semaines. Des tests sérologiques sur lesquels on peut s'appuyer, mais qui ont des sensibilités et des spécificités différentes selon les espèces, et une complémentarité donc entre les analyses sérologiques et les PCR. Donc, en synthèse, il va toujours falloir, et quel que soit l'objectif, combiner les analyses et les approches. Si on est sur du diagnostic, donc pour imputer des avortements à la fièvre Q, on va privilégier le diagnostic direct, notamment donc sur le mucus vaginal ou le placenta, ou encore l'avorton. Si c'est mucus vaginal ou placenta, s'appuyer sur des mesures quantitatives. Les analyses sérologiques vont apporter une information complémentaire en étant forcément interprétées à l'échelle du groupe, du lot, pour préciser au contraire le statut du troupeau. Et donc là, on cherche à objectiver l'existence d'une circulation. Bien sûr, le contexte épidémiologique rentre en ligne de compte, l'historique des épisodes abortifs éventuels, et puis on va chercher un ensemble d'indicateurs sur la présence d'une excrétion active. Et là, il va falloir vraiment prendre en compte la diversité et le fait que les voies d'expression ne sont pas concomitantes. Et puis enfin, pour l'aspect sérologique, si on doit essayer de mesurer l'ancienneté de l'exposition, c'est intéressant de s'appuyer sur des analyses sur différentes catégories d'animaux.